Épisode 139. Joël Dicker nous parle de son nouveau roman. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode un peu spécial, ou plutôt devrais-je dire pour cet épisode dans lequel il y aura un invité un peu spécial. Cet invité, c'est un auteur suisse qui vient de Genève. Il a 38 ans, il a déjà à son actif 7 romans dont certains ont été de gros succès à l'international. Vous le connaissez donc peut-être, il s'appelle Joël Dicker. À l'occasion de la sortie de son nouveau livre, intitulé « Un animal sauvage », j'ai eu l'occasion de l'interviewer et j'étais très contente parce que c'est un romancier que j'aime beaucoup. Alors, peut-être que certains ont déjà lu son livre le plus connu qui s'appelle « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, j'espère que cette conversation vous donnera envie de le lire. Mais on ne va pas commencer tout de suite par cette conversation parce que j'avais un peu peur que ce soit trop difficile, comme ça, sans contexte. Donc, cet épisode sera composé de 2 parties. D'abord, je vais vous parler de Joël Dicker et je vais vous présenter son nouveau roman sans vous spoiler, bien sûr. Spoiler, vous savez, ça veut dire révéler ce qu'il se passe dans l'histoire. C'est un anglicisme qui s'est installé dans la langue française avec le boom des séries sur les plateformes de streaming. On peut utiliser le verbe spoiler, on peut aussi utiliser le nom un spoiler. Donc, je ne ferai pas de spoiler dans cet épisode, ne vous inquiétez pas. Mais je vais au moins vous faire une petite présentation de la carrière de l'auteur et de ce roman avant de passer à la partie interview. Ce sera une conversation en deuxième partie d'une 15aine de minutes, complètement naturelle, dans laquelle on n'a fait aucun effort pour parler plus lentement ou pour expliquer des mots de vocabulaire. Donc voilà, c'est parti. Le nouveau roman de Joël Dicker, Un animal sauvage, vient de sortir en librairie. Plus exactement, il est sorti le 27 février, donc la veille du moment où cet épisode de podcast sort. Alors moi, j'ai eu la chance de recevoir le livre un peu avant sa sortie pour pouvoir préparer cet épisode et je l'ai lu. Je dois avouer que je l'ai lu même en 2 jours, c'est-à-dire que je l'ai dévoré. Quand on lit un livre très vite, on utilise le mot dévorer qui normalement s'applique à la nourriture. Et donc, évidemment, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Donc, l'histoire, elle se passe principalement en Suisse, à Genève, mais aussi un peu en France, notamment à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur. Donc, dès la première page, on apprend qu'il y a eu un braquage à Genève. Puis, à la page suivante, on comprend qu'on va découvrir petit à petit ce qu'il s'est passé pendant les jours qui précèdent ce braquage. On va suivre, pendant quelques semaines, le quotidien de 2 familles qui vivent dans le même quartier, en banlieue pavillonnaire de Genève. Donc d'un côté, on a un couple à qui tout semble sourire. Ils sont beaux, ils sont amoureux, ils sont riches. Et de l'autre côté, on a un autre couple un peu plus modeste, donc qui a moins d'argent, qui ont l'air un peu moins heureux, qui sont pas dans une très bonne passe en ce moment et qui sont très jaloux du bonheur de leurs voisins. Alors, quel est le lien entre les deux ? Quel est le lien entre le braquage de la première page et les personnages principaux qui sont ces 2 couples ? Eh bien, on ne sait pas. Au début, on ne comprend pas. Et puis, petit à petit, on va tirer des fils pour réussir à comprendre qui a fait quoi et on revient évidemment dans le passé. Donc, on va suivre ce couple pendant les quelques semaines qui précèdent le braquage, mais il va y avoir aussi beaucoup de retours en arrière dans leur vie passée.
Voilà, je ne vous raconte rien de plus, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je pense que c'est une bonne lecture pour votre niveau de français, parce que l'auteur écrit dans un style direct et accrocheur. Vous pourrez apprendre du vocabulaire et réviser la syntaxe sans pour autant passer votre temps à relire et analyser chaque phrase. Et je parie que vous serez tellement captivé par l'histoire que vous oublierez même que le français n'est pas votre langue maternelle. D'ailleurs, sur ça, je vous conseille de manière générale tous les romans de Joël Dicker pour ces mêmes raisons. Ces livres sont toujours construits de telle manière qu'on ne veut pas les lâcher. Il y a toujours un mystère à résoudre, souvent c'est un crime ou une disparition. Donc là, c'est un peu différent cette fois-ci. Il y a toujours plusieurs temporalités avec des allers-retours dans le temps. Et il y a aussi plusieurs points de vue et beaucoup de rebondissements. Donc voilà, c'est une formule qui fait qu'on a vraiment envie de continuer à lire parce qu'on veut savoir ce qu'il se passe après. Moi, je me rappelle encore très bien la première fois que j'ai ouvert un livre de Joël Dicker. C'était en 2012, à Noël. Sous le sapin, ma tante avait glissé un cadeau pour moi. C'était La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je me souviens avoir commencé à feuilleter le livre dans le salon, au milieu des membres de ma famille qui continuaient à discuter. Et là, j'ai été complètement absorbée. Dès les premières pages, un mystère s'installait et j'avais besoin de savoir ce qu'il s'était passé. J'ai fini le livre en quelques jours. Et je ne suis pas la seule à avoir été séduite. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, paru en 2012, a été le premier gros succès de Joël Dicker à l'international. En France, ce roman a remporté le prix Goncourt des lycéens et le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et aux États-Unis, il a été adapté dans une série télévisée avec comme acteur principal le célèbre Patrick Dempsey. Mais si vous savez, Patrick Dempsey, c'était un des acteurs principaux de la série médicale Grey's Anatomy. C'est quand même une reconnaissance assez exceptionnelle pour un auteur francophone et d'autant plus pour un Suisse. Après ça, Joël Dicker a publié d'autres romans qui ont aussi eu beaucoup de succès à l'international. Si bien qu'aujourd'hui, c'est un des auteurs francophones contemporains les plus traduits et les plus lus dans le monde. Ce succès international, c'est un des sujets que j'ai voulu évoquer avec Joël Dicker dans notre conversation. J'ai aussi voulu lui poser des questions sur son nouveau roman parce que je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai aussi senti qu'il y avait vraiment des différences importantes entre ce nouveau livre et les anciens qui avaient fait son succès. Et je voulais savoir si c'était une volonté, notamment le fait que ce roman n'est pas autant une enquête policière que les précédents et aussi le fait, très important je pense pour vous, que cette histoire se passe à Genève et en France, ce qui est plutôt cool pour des apprenants du français. Je sais que c'est toujours assez sympa de lire des livres qui se trouvent dans l'endroit où on parle la langue qu'on apprend. Voilà, donc j'ai posé toutes ces questions-là à Joël Dicker. Il m'a expliqué quelles étaient ses intentions et maintenant, vous allez pouvoir écouter cette conversation. J'espère que ça va vous plaire. Bonjour Joël Dicker et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast. Bonjour, merci à vous, très heureux d'être là. Alors moi, je suis vraiment honorée de vous recevoir parce que je suis une grande lectrice de vos livres et donc j'ai été ravie d'apprendre qu'il y en avait un nouveau qui sortait et j'ai sauté sur l'occasion. Merci beaucoup. Donc on va parler aujourd'hui particulièrement de ce livre, Un animal sauvage, en librairie le 27 février.
Alors déjà, il faut que je vous dise que je l'ai lu en 2 jours, d'une traite. J'ai dévoré ça. C'est vrai que vous avez un style d'écriture et des histoires qui font qu'on n'a pas envie de lâcher vos livres en général. Et là, ça a été encore le cas. Et on peut dire que, en tout cas, moi, j'ai trouvé que je retrouvais votre recette entre guillemets habituelle avec du mystère, des rebondissements, des allers-retours dans plusieurs temporalités et plusieurs points de vue de personnages. Mais par contre, contrairement à d'autres livres qui ont fait votre succès, on n'a pas de grands meurtres, on n'a pas de disparition et on ne suit pas non plus un policier ou un romancier qui va mener l'enquête. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant et je me suis dit que c'était même peut-être plus difficile pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez intentionnellement faire? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, un peu de ce choix? Oui, mais c'est très amusant dans ce que vous dites et qui m'intéresse et qui me plaît, hein. C'est que dans la même phrase, vous dites on retrouve la même chose et en même temps on retrouve rien de ce qu'on avait avant. Et je crois que ce que vous retrouvez, c'est le plaisir de lecture qui est inhérent pas seulement à mes livres, mais qui est un plaisir de lecture qu'on a quand on trouve un livre dans lequel on se plonge et on s'accroche à ces personnages, et on les rencontre, et on les découvre, et on a envie de savoir ce qui se passe. C'est le plaisir de lecture qui est pas une recette parce que je crois que ça vient pas uniquement de l'auteur, mais ça vient aussi, ça vient en partie de l'auteur puisqu'il écrit un texte, mais ça vient aussi du lecteur qui accepte les règles du jeu et qui se lance dans le jeu et qui va être lui partie prenante. Et un livre, on a ces sentiments très forts parce que dans un livre, le lecteur, il est créateur. Ensuite, c'est vrai, et comme vous dites, c'est un livre qui est quand même différent des autres parce que il y a pas un meurtre, il n'y a pas un enquêteur. C'est un livre qui, en plus, est raconté à la troisième personne, donc on a un narrateur omniscient et pas la première personne, ce qui change un peu des derniers livres. Mais je me pose pas tellement la question quand je commence un livre de me dire qu'est-ce que je devrais ou qu'est-ce que je devrais pas faire, qu'est-ce qu'on attend de moi ou qu'est-ce que les autres espèrent. C'est pas le livre, il est vraiment un rapport à moi, il n'est pas un rapport aux autres, à mes lecteurs que je chéris, que j'aime beaucoup, que je remercie d'être si présent et si fidèle. Mais pour être capable d'offrir à mes lecteurs et de leur offrir ce que je peux faire de mieux, il faut justement que j'arrive à me détacher d'eux et à faire ce que je pense être ou ce que je sens être ce qui est important pour moi. J'avais dans ce livre-là envie de raconter Genève, la ville dans laquelle je suis né et où je vis toujours. J'avais dans ce livre envie d'avoir justement un narrateur qui soit omniscient, qui soit à la troisième personne, parce que c'est un livre aussi où chacun s'observe. Donc dans ce roman, les personnages s'observent et s'épient les uns les autres. Et je trouvais qu'en ayant un narrateur à la troisième personne, le lecteur se retrouve aussi, lui, espionnant les personnages du livre, donc il est partie prenante. Donc voilà, c'est plutôt ces éléments-là qui se mettent peu à peu ensemble et où j'avance assez lentement parce que ça prend beaucoup de temps, parce que j'ai pas de plan, parce que ça avance couche par couche, beaucoup de recommencements, mais beaucoup de plaisir. Et ça, pour moi, c'est le maître mot quand j'écris, avoir du plaisir. Ah, donc là, c'est un livre comme les autres qui vous a fait tout autant plaisir ou est-ce que ça vous a peut-être fait plus plaisir? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de vos lecteurs qui attendaient justement une histoire qui se passe à Genève et on en a une là vraiment qui est très implantée. On se retrouve plongé dans cette ville et puis aussi à Saint-Tropez. Donc voilà, pour une fois, même si vous l'aviez fait, il me semble, dans un de vos romans, mais qui était un peu particulier. Mais disons que d'habitude, on est plutôt sur la côte est des États-Unis. Et cette fois-ci, ça va plaire, je pense, à nos auditeurs qui veulent aller justement dans les pays francophones. On est plongé au bord du lac Léman, sur la côte d'Azur. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire et que vous pouviez pas faire avant? Pourquoi cette fois-ci, on est dans ce décor-là? Oui, c'est quelque chose que j'avais très envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire raconter la Suisse, Genève, situer l'action dans cette ville qui est une ville qui m'est très chère puisque j'y suis né et que j'y vis. C'était pas facile au départ parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, comme je fais de la fiction, c'est beaucoup plus facile de me détacher de ma réalité en créant ma fiction dans un monde qui est lointain. Et en écrivant un roman à Genève, moi je suis à Genève, je l'écris, l'histoire se passe sur la côte est des États-Unis. Cette distance, elle me permet, pour une raison que j'ignore, mais elle me permet de me sentir plus libre dans la fiction.
Et j'avais, à un moment donné, quand j'écrivais, j'avais l'impression d'avoir beaucoup moins de problèmes à inventer une rue à New York qu'à inventer une rue à Genève. Parce qu'à New York, de toute façon, c'est si loin de moi. Alors que Genève me dit, mais non, mais j'y vis, j'y vais, je suis là, c'est mon univers, je vois bien que c'est pas possible. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps. Vous mentionniez avant, effectivement, un précédent roman, La Chambre 622, l'énigme de la Chambre 622, dans lequel Genève figure déjà, je dirais plus comme décor. C'était un peu une première pour moi de mettre Genève, mais c'était plus comme décor du livre. Là, j'ai le sentiment, en tout cas ce que j'ai essayé de faire, et j'espère que ça sera réussi, c'est de faire que Genève soit quasiment un personnage de l'histoire, qu'on ait l'impression d'avoir vraiment vécu Genève et d'avoir eu une petite perception de l'ADN de cette ville. Personnellement, je connais pas cette ville. J'ai déjà été au bord du lac Léman, mais j'ai jamais passé la frontière. Et effectivement, j'ai senti que c'était un personnage. Ça m'a donné envie. Et justement, je me demandais à quel point c'est réaliste, à quel point quand on se balade avec les personnages dans cette ville, et également pour Saint-Tropez, qu'on voit aussi beaucoup, est-ce que on est dans quelque chose de très réaliste ou vous avez quand même laissé un peu de fantaisie, d'invention dans tout ça? Non, c'est très réaliste. La Genève que je raconte, elle est réaliste et notamment dans la réalité de la ville. Pas seulement, alors ce qui est vrai, c'est que je cite des lieux qui existent, les rues sont bien là. Quand il va d'un endroit à un autre, les chemins sont les bons, les décors sont les vrais. Mais je crois que ce qui est encore plus réaliste que l'image même et la réalité même de la topographie, c'est-à-dire de la géographie de la ville et des lieux, c'est ce sentiment à Genève, c'est cette couleur de Genève très particulière. On a une ville qui est entourée par la nature, par les montagnes. Quand vous êtes à Genève, vous avez cette ville qui est entourée par le Mont Blanc, par les Alpes, par le Jura. On voit de la neige, même s'il n'y a pas de neige à Genève même. Tout l'hiver, vous voyez les cimes enneigées. C'est assez, enfin, c'est très beau, hein. Et puis, vous avez cette ville qui est une petite ville dont la campagne et dont la nature est très proche. Vous êtes en un quart d'heure de route, vous passez de l'hypercentre à la campagne, aux chèvres et aux vaches, aux forêts, aux grands espaces, ce qui est un peu impensable quand on pense aux grandes villes européennes. On imagine mal être au cœur de Londres et se dire dans un quart d'heure, je suis dans le Surrey avec la campagne anglaise autour de moi. Et à Genève, c'est ça. Donc, il y a cette ville, elle est très particulière parce elle a cette qualité de vie. Et c'est ça dont je parle pas mal, hein, dans ce livre-là, c'est qu'il y a une qualité de vie assez extraordinaire. C'est vrai que c'est quelque chose que, par exemple, moi, je ne savais pas et qu'on retrouve vraiment cette campagne très proche de la ville. Et par contre, il y a quelque chose qu'on sait un peu plus et qu'on imagine plus de Genève et qu'on retrouve. Et je me demandais pourquoi vous aviez fait ce choix, si ça avait été quelque chose de réfléchi, mais on trouve cette population, cette classe sociale très aisée. Voilà, on est clairement chez les riches, avec aussi une comparaison entre deux familles, une très aisée et une un peu moins, avec un peu de jalousie. Est-ce que c'est parce que plutôt ça marche bien pour un polar, ce genre de profil, ou est-ce que vous aviez vraiment envie de raconter cette classe sociale-là? Non, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison liée à l'intrigue elle-même, mais dont je parle pas trop parce que je veux pas spoiler le livre. Mais il y a aussi l'idée qu'effectivement, une des deux familles a beaucoup de moyens, visiblement, cette grande maison, des belles voitures, etc. Elle est avocate, il est banquier. L'autre famille, qui sont les voisins, ont un peu moins de moyens. Et donc, il y a ce rapport entre eux où les uns se regardent en disant, mais eux ont plus, eux sont mieux, eux sont ça. Mais en même temps, si on s'arrête, il n'y a pas une immense différence entre eux. Chacune de ces deux familles est propriétaire de sa maison. Alors, l'une est plus modeste que l'autre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un rapport entre des gens qui n'ont absolument rien et des gens qui ont absolument tout. Et ça, c'était aussi pour raconter un peu cette insatiabilité. On n'a jamais assez. Qui qu'on soit et quoi qu'on ait, on va toujours regarder ce que l'autre a, que ce soit en possession ou en bonheur ou en autre chose. Et dans ce livre-là, ça tourne comme ça parce que chacun a envie d'être l'autre, et y compris à un moment donné, celui qui a plus est jaloux d'un tiers, je ne veux pas en dire trop, mais est jaloux d'un tiers qui au fond n'a pas grand-chose et n'a même rien de ce qu'il a, ni en termes de famille et
de vie sociale et de carrière, enfin rien. Et pourtant, celui qui semble avoir tout est jaloux de lui. Donc, c'est un peu un cercle sans fin. Vous voyez, et c'est de ça plutôt dont je parle. Ouais, je vois bien. J'invite nos auditeurs à écouter cette interview, puis lire le livre et peut-être réécouter l'interview après pour comprendre aussi, Les clés. voilà, tout ce que vous dites, parce que il y a plusieurs couches dans le discours. Très bien. Je voulais juste terminer peut-être en parlant plus globalement de la langue française pour éviter de trop spoiler le livre. Effectivement, on ne peut pas non plus trop en dire. Mais je voulais quand même vous poser une ou deux questions par rapport à votre rapport à la langue française. Et c'est un peu particulier parce que vous êtes donc l'un des auteurs francophones les plus lus dans le monde, les plus traduits dans le monde. Donc, vous plaisez à des lecteurs très différents. Et je me demandais si, pour vous, c'est un statut un peu particulier. Il y avait peut-être une certaine fierté à être un Suisse qui est un des francophones les plus vendus, alors que les Français se plaisent tellement à représenter la francophonie. Non, mais il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de guéguerre entre un pays ou l'autre. Pour moi, il y a ce rappel très important, au contraire, de dire que la francophonie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de gens, de peuples, de pays, de langues au pluriel, de français qui sont justement différents, mais qui font que nous sommes ensemble une globalité, et c'est cette diversité qui rend la francophonie aussi belle. Et je crois qu'on doit dépasser les querelles de village en se demandant est-ce qu'un auteur suisse ou est-ce que c'est un auteur français ou belge ou je ne sais quoi, mais de se dire la francophonie fait lire à l'étranger aussi. Voilà, et de rappeler à quel point la francophonie est un acteur important de la littérature à l'échelle du monde et du monde entier. Et ça pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important de rappeler la force de la francophonie et de pas nous endormir sur les acquis de la francophonie, mais au contraire, continuer à faire rayonner le français. C'est pour moi un combat très important. Et en tout cas, vous êtes vraiment, vous faites partie du combat et vous êtes un vrai soldat, on va dire, pour ce combat. Et je trouve que, voilà, je conseille vraiment à nos auditeurs de lire votre livre. Je trouve que ça convient bien à ce qu'ils recherchent en général. Et je suis sûre qu'ils vont être très contents, voilà, de pouvoir lire un Suisse. Ça change un petit peu et puis ça permet de montrer la diversité de la francophonie. Et juste pour finir, j'avais envie de vous poser une petite question rigolote. En tant que Suisse, pour nos auditeurs, est-ce qu'il y a une expression typiquement suisse que vous aimez bien et que vous voudriez leur partager? Ah, il y en a plein. Celle qui me parle le plus, parce que je me prends les pieds dans le plat, j'ai envie de dire, à chaque fois que je vais en France ou presque, les serviettes de bain, en Suisse, en français de Suisse, c'est un linge. Ah, Et donc, quand je suis à l'hôtel et je voyage souvent et que j'ai besoin d'une serviette pour prendre ma douche et que j'appelle à la réception ou que je demande un linge, personne ne comprend. Donc, un petit mot de Suisse, un linge. Un linge, c'est une serviette de bain pour s'essuyer le corps après sa douche ou son bain. ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour ce petit point vocabulaire. C'était sympa. Encore merci et bonne fin de journée, bonne continuation et encore bravo pour vos livres. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. À vous aussi, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Sur notre site, vous retrouverez comme d'habitude la transcription, mais aussi les sources. Donc, je vous mettrai la liste des romans de Joël Dicker. Et n'hésitez pas à commenter pour nous dire si vous avez aimé ce format et ce que vous pensez de cet épisode. Merci à tous et à très bientôt. Salut!